L'armée du président russe Vladimir Poutine s'effondre alors que la puissante résistance ukrainienne épuise sa volonté de combattre. Lorsqu'il est entré en Ukraine en février 2022, il pensait que sa prétendue opération militaire spéciale serait terminée en moins d'une semaine. Cela fait plus de 3 ans. Et maintenant, le leader de la Russie doit faire face à une armée démoralisée, qui n'a ni équipement ni structure et qui a été complètement vidée de sa volonté de continuer. Après une série de campagnes d'attrition, la réalité à laquelle Poutine doit maintenant faire face est que ce sont ses propres tactiques, que les experts croient, qui vont conduire à la défaite de la Russie en Ukraine. Le 8 avril, Times Radio a mené une interview approfondie sur l'état de l'armée russe, avec Georges Barros, le chef d'équipe de l'Institut pour l'étude des guerres, ou les équipes de renseignement géospatial et russes de l'Institut pour l'étude des guerres. Barros a passé les 3 dernières années de sa carrière à étudier Poutine et les tentatives de son armée de prendre l'Ukraine. Sa conclusion est que la Russie ne peut pas continuer les opérations offensives intenses de Poutine avec la même intensité qu'elle a maintenue pendant l'invasion. Je pense que les Russes vont devoir faire face à des scénarios très difficiles. Ces problèmes vont continuer à mûrir. En supposant bien sûr que le taux de perte reste le même, en supposant que le rythme des opérations reprend, quels sont ces problèmes ? Commençons par une escalade majeure. L'Ukraine a récemment annoncé qu'elle avait capturé 2 soldats chinois combattant aux côtés de l'armée russe, dans la région orientale de Donetsk en Ukraine. Le ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine a déclaré que cette capture remet en question la position déclarée de la Chine en faveur de la paix dans la guerre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, affirmant également qu'il croit que bien plus que 2 soldats chinois opèrent du côté russe. Même la capture des 2 en Ukraine a clairement montré que le pays se bat contre une unité qui comptait au moins 6 soldats chinois. Barrot dit que cet incident pourrait finir par être un tournant dans la guerre en Ukraine. Ce serait une inflexion majeure si c'est effectivement vrai. Nous avons du personnel chinois opérant au sein des unités et formations militaires russes. Ce serait une grande affaire, et ce serait une grande affaire à plus d'un titre, en ce qui concerne les capacités opérationnelles de la Russie. Barros note qu'il existe actuellement une école de pensée aux États-Unis selon laquelle l'Europe devrait s'occuper des problèmes européens tels que la guerre en Ukraine. En revanche, les États-Unis devraient se focaliser sur la menace plus urgente de la Chine. Le problème avec cette approche, comme l'explique Barros, est que les deux ne peuvent plus être séparés. Cela indique que, regardez, nous ne vivons pas dans un monde où ce sont 2 théâtres séparés. L'Europe et la Chine sont des théâtres, c'est l'un ou l'autre. Ce soutien montre que les théâtres sont interconnectés. Vous ne pouvez pas les isoler complètement. Comment dissuadez-vous ? Et, si nécessaire, vainquez-vous des acteurs dans une partie du monde ? En fait, vous ne pouvez pas vous permettre de morceler et de décider soit tout s'éteint et les deux. En d'autres termes, la capture de soldats chinois en Ukraine peut signifier que les États-Unis s'impliquent davantage dans la lutte contre la Russie à l'avenir. Les États-Unis réalisent qu'ils ne peuvent pas se focaliser uniquement sur la Chine. C'est un signal d'alarme. Lorsque la nation est suffisamment alignée avec la Russie pour permettre à des mercenaires de s'engager dans l'armée de Poutine. Cela signifie-t-il que les États-Unis vont déployer des troupes au sol en Ukraine ? Non. Mais opérationnellement, cela offre le premier signe que l'armée de Poutine s'effondre pour 2 raisons. Il est évident que Poutine s'appuie sur l'aide étrangère pour poursuivre ses attaques. Barrot note que cette implication chinoise s'ajoute aux provisions d'armes iraniennes confirmées à la Russie. Avec la décision de la Corée du Nord d'envoyer plus de 10 000 soldats en Russie fin 2024, tous sont des signes que Poutine est désespéré pour la main-d'œuvre. Il essaie de contrer ce problème. Le 2 avril, Poutine a enrôlé 160 000 autres Russes dans son armée, dans la plus grande conscription de ce genre depuis qu'il a commencé l'invasion de l'Ukraine. Ces novices subiront quelques mois de formation, avant d'être propulsés sur les lignes de front d'une guerre qui a déjà coûté la vie à plus de 927 000 soldats russes. Beaucoup d'entre eux ne dureront probablement pas longtemps, et leurs pertes ne feront qu'aggraver la crise de main-d'œuvre. Le dirigeant russe est confronté à un problème qu'il pourrait tenter de résoudre en recrutant davantage de mercenaires étrangers. Ce qui conduit à la deuxième raison pour laquelle la capture des 2 soldats chinois montre que l'armée russe s'effondre. Poutine s'appuie de plus en plus sur des soldats étrangers et continuera à pousser les États-Unis à s'impliquer. Si les États-Unis décident de prendre des mesures drastiques, comme l'instauration de tarifs ou de sanctions contre la Chine, pour avoir fourni des troupes mercenaires, Poutine pourrait constater que ces sources étrangères de soldats commencent à se tarir alors qu'il lutte avec la main-d'œuvre russe. Ce serait un coup double, l'armée de Poutine s'affaiblissant alors qu'il puise dans le stock de soldats en constante diminution chez lui, tout en perdant l'expérience des mercenaires qu'il obtient actuellement d'autres pays. Mais la situation s'aggrave pour Vladimir.
Si l'utilisation de mercenaires chinois démontre que l'armée de Poutine s'effondre sur le front de la main-d'œuvre, un autre incident montre qu'il a également du mal à protéger les frontières de la Russie. L'Ukraine mène actuellement des opérations à Belgorod. En fait, elle ne mène pas seulement des opérations dans l'oblast russe. Selon The Times, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a confirmé que l'Ukraine a capturé plus de territoires russes, a déclaré Zelensky lors d'une allocution le 7 avril. Nous continuons à mener des opérations actives dans les zones frontalières sur le territoire ennemi, et c'est absolument juste. La guerre doit retourner d'où elle vient. The Times a suivi ces déclarations en confirmant que l'Ukraine détient maintenant environ 5 miles carrés de territoire russe près du village de Demidovka. Grâce à une opération qui a commencé à un moment donné en mars, l'invasion fait écho à la contre-invasion que l'Ukraine a lancée à Koursk en août. Selon Barros, il n'est pas surprenant que ce soit en 2024. En parlant du territoire que l'Ukraine a capturé, dit Barros, au 7 avril, nous avons estimé que les Ukrainiens détenaient environ 12 km² de territoire à Belgorod. Donc pas une quantité très grande. Mais il semble que ce soit un effort de soutien conçu pour aider à soulager la pression sur les Ukrainiens, alors qu'ils effectuaient leur retrait de combat de Koursk. Ce retrait a été un énorme gaspillage des ressources de Poutine. Canal 13 rapporte que les pertes de la Russie dans l'oblast ont dépassé 54 900 personnels depuis que Poutine a lancé sa contre-offensive pour reprendre le territoire, a déclaré l'Ukraine en août. Gardez à l'esprit que Poutine a rassemblé environ 50 000 soldats, y compris les 10 000 Nord-Coréens mentionnés plus tôt, pour cette opération. L'ampleur de ces pertes est un microcosme de l'effondrement de l'armée de Poutine. Le leader russe a été contraint de puiser dans ses réserves pour reprendre Koursk, et ses réserves étaient dans l'oblast, pour soutenir ses efforts ultérieurs à Soumy, ainsi que pour potentiellement soutenir Belgorod. Avec ses soldats, qui se faisaient déchiqueter à Koursk, Poutine n'a pas pu faire grand-chose pour arrêter l'incursion de l'Ukraine à Belgorod. Le résultat ? Poutine a peut-être repris Koursk, mais il est sur le point de faire face à la même situation encore une fois. Surtout si l'Ukraine continue son avancée plus profondément dans Belgorod pour prendre plus de territoire là-bas. Cela signifiera des milliers de soldats supplémentaires détournés des zones de l'Ukraine, où Poutine veut exercer une pression. Ce sont des soldats que Poutine ne peut pas se permettre de perdre, vu l'ampleur du problème de main-d'œuvre qu'il affronte. Pire encore, pour Poutine, la seule raison de son succès à Koursk en premier lieu était la circonstance. Les Russes ont exploité la coupure du partage de renseignements américains pour vraiment accélérer ce qui était alors les poussées russes en cours pour expulser les forces ukrainiennes de Koursk, explique Barros à Times Radio. Il fait référence à la brève période de début mars lorsque le président américain Donald Trump a interdit le partage de tout renseignement américain avec l'Ukraine. Cette interdiction a depuis été levée, et c'est là un problème pour l'armée de Poutine. Poutine ne peut pas compter sur une interdiction similaire pour contrer les forces ukrainiennes envahissant Belgorod. Cela implique la perte potentielle de dizaines de milliers de soldats supplémentaires pour reconquérir le territoire, ce qui serait désastreux pour une armée déjà en déroute. Et étant donné que les premières troupes que Poutine enverra dans la région seront probablement celles qui ont réussi à survivre aux combats à Koursk, il faut s'interroger sur la motivation de ces soldats déjà épuisés à poursuivre le combat. Ils ne peuvent pas non plus compter sur aucun des 160 000 conscrits que Poutine pousse dans son armée, car ils ne seront pas prêts avant l'été, donc ils devront se battre à nouveau. Et cela alors qu'ils sont démoralisés, et potentiellement des cibles faciles pour les forces ukrainiennes à Belgorod. Il y a aussi le facteur de diversion à considérer, explique Barros à Times Radio. Cela pourrait également être une tentative de gâcher les offensives russes anticipées dans le nord de l'Ukraine. Zelensky a averti d'une importante poussée russe dans le nord de l'Ukraine. Les Russes opèrent dans l'oblast de Soumy pour la première fois depuis 2022. Beaucoup de la puissance de combat russe qui a combattu à Koursk devait se diriger vers Soumy, dit Barros. Maintenant, ce qui se passe à Belgorod pourrait, en théorie, aider à détourner certaines de ces forces qui iraient à Soumy, pour les maintenir sur le territoire russe à la place, selon Barros. Comme ça, les plans de Poutine sont en lambeaux, au moment où il expulse l'Ukraine de Belgorod. En supposant même qu'il y parvienne avec une force nord déjà épuisée, il ne lui restera peut-être plus rien pour continuer ses assauts à Soumy. Et il y a encore plus de signes que l'armée de Poutine s'effondre, même avec l'ajout de ces 160 000 nouveaux conscrits. Selon Barros, même si leur formation ne sera pas finie avant l'été, cela pourrait ne pas avoir d'importance. Ces 160 000 gars qui ont récemment été conscrits, ils ne vont pas se battre en Ukraine. Légalement,
Les conscrits ne peuvent pas se battre en Ukraine, selon l'ordre signé par Poutine qui le spécifie. Ils sont en quelque sorte considérés comme des enfants impuissants n'ayant rien à dire. Poutine pourrait maintenant enfreindre ou contourner ses propres lois pour envoyer les conscrits en première ligne. Après tout, il l'a déjà fait avant. Selon Radio Free Liberty, Poutine abuse fréquemment de jeunes conscrits, généralement en fin d'adolescence, en leur faisant signer des contrats militaires professionnels, prolongeant considérablement leur année de service légalement requise. Ces conscrits se retrouvent souvent parmi les morts en Ukraine, montrant une fois de plus à quel point Poutine est désespéré de combler ses lacunes en matière de main-d'œuvre. Cependant, tous les 160 000 ne signeront pas. Cela signifie que Poutine ne peut compter sur sa nouvelle vague de soldats pour l'aider en Ukraine. Quel est l'impact sur ses troupes au front? C'est démoralisant. Les espoirs de nombreux soldats de voir leur service se terminer sont anéantis, car ils sont forcés de rester en Ukraine le plus longtemps possible. Ils s'affaiblissent de jour en jour, alors que l'Ukraine inflige de plus en plus de pertes. Et même si les 160 000 finissent par se retrouver en Ukraine, le fait qu'ils ne soient que des enfants signifie qu'ils ne seront pas aussi utiles. En dehors de servir de chair à canon pour le hachoir à viande de Poutine, le seul recours de Poutine est d'offrir plus d'argent. Pour amener ces conscrits à s'inscrire une fois qu'ils ont terminé leur année de service et sont devenus réservistes, ce qui va arriver à ces conscrits dans environ 1 an, c'est que les recruteurs vont venir et dire « Eh, nous allons vous promettre tous ces avantages et tout cet argent. Pourquoi ne signez-vous pas un contrat pour aller combattre en Ukraine ?» dit Barros. Un autre signe de l'effondrement de l'armée de Poutine est qu'il peut à peine continuer à payer ses soldats autant qu'actuellement. Les estimations varièrent cependant sur combien la Russie paie ses soldats. Le Monde dit que beaucoup sont payés dans la région de 2000 à 3000 par mois. La Russie offre également une compensation aux familles de ceux qui ont été tués en Ukraine, ce que IntelliNews dit peut atteindre jusqu'à 115 000 $. Des bonus d'inscription allant jusqu'à 30 000 $ sont proposés. C'est une façon très coûteuse de recruter dans l'armée russe. Tout cet argent est dépensé à un moment où le fonds de richesse de la Russie est tombé à 30 milliards de dollars contre les 100 milliards de dollars qu'il était avant que Poutine ne lance son invasion. La Russie lutte également sous le poids des sanctions et un passage à une économie de guerre. Tout cela combiné signifie une seule chose. Tôt ou tard, l'argent va se tarir. Selon le Télégraphe, l'économie russe se dirige lentement vers une mort lente. Et quand cela arrivera, Poutine perdra. La carotte financière qu'il met au bout du bâton qu'il utilise pour convaincre tant de gens de se battre pour sa cause. La pression que Barros dit que Poutine exerce sur tant de ses conscrits pour s'inscrire deviendra beaucoup moins efficace s'il manque d'argent pour servir de tentation. Barros fait le même point à Times Radio. Il note qu'actuellement, la Russie ne ressent pas tout à fait les effets de ses problèmes de main-d'œuvre imminents. Poutine parvient toujours à convaincre entre 30 000 et 45 000 volontaires de s'engager dans son armée pour combattre en Ukraine, dit Barros. Beaucoup d'entre eux seront d'anciens conscrits, inscrits lors de cycles qui ont eu lieu avant le dernier tour de Poutine. Ce n'est pas un problème maintenant, mais le taux auquel ils les trouvent est en diminution. Le montant de l'indemnisation financière que le gouvernement russe doit donner à chaque individu. Le nombre de volontaires augmente, ce qui détruit l'économie russe en temps réel. Il n'a pas tort. En février dernier, le Moscow Times rapportait que le recrutement militaire à Moscou seul avait chuté de 5 fois depuis un pic à mi-2024. À l'époque, la Russie embauchait jusqu'à 200 soldats par jour. Le nombre est tombé à seulement 40 par jour, malgré les efforts de conscription de Poutine. Ces signes indiquent à nouveau que la volonté de la Russie de combattre s'épuise. Les gens ne veulent tout simplement pas s'inscrire dans l'armée de Poutine, même s'il augmente les récompenses monétaires disponibles pour le faire. Cette situation a contraint Poutine à prendre des mesures drastiques, selon le média. Il prétend que des ressortissants étrangers de pays comme la Chine, comme mentionné précédemment, l'Afrique du Sud et le Ghana, s'inscrivent en grand nombre. Certains responsables en Russie prétendent même avoir observé un schéma où des groupes d'environ 10 ressortissants étrangers arrivent tous en même temps dans les centres de recrutement. Il y a aussi la mesure introduite par Poutine en octobre 2024, qui permet aux prévenus pénaux d'éviter d'être poursuivis s'ils s'engagent plus tôt dans l'armée. La Russie s'attend à ce que cette mesure apporte 25 000 soldats à la cause de Poutine. Tout cela est éphémère. La Russie peut compter sur un nombre limité de criminels avant de devoir recourir à ses réserves de volontaires en déclin constant. Les mêmes règles s'appliquent aux étrangers entrant en Russie. Ils sont attirés par le même type de salaire mirobolant que la Russie utilise pour attirer les quelques volontaires qu'elle obtient.
Cependant, alors que Poutine envoie son pays plonger de plus en plus profondément dans l'abîme économique, ses salaires vont se tarir, tout comme les mercenaires étrangers qui les prennent. Tout cela se traduit par une situation désastreuse pour l'armée de Poutine. Comme l'explique Barros, je pense que les Russes vont devoir faire face à des scénarios très difficiles. Pas immédiatement, ni dans les 6 prochains mois, mais potentiellement dans les 12 à 16 mois à venir. C'est à ce stade que ces problèmes continueront d'évoluer. En supposant bien sûr que le taux de perte reste le même, en supposant que le rythme des opérations reprend et reste le même, Barros admet qu'il fait ici quelques suppositions, notamment sur le taux de perte de la Russie. Cependant, cela ne semble pas près de diminuer significativement. Le 30 mars, la Russie a perdu 1230 soldats en une seule journée. Ce taux ne semble pas diminuer alors que nous entrons en avril, car le 5 avril a vu une perte. 1330 soldats en une journée. Ces sortes de chiffres sont devenus la norme pour l'armée de Poutine. Il voit régulièrement des taux de perte mensuels qui se rapprochent de, ou, dans certains cas, dépassent 40 000 soldats. Compte tenu des problèmes de main-d'œuvre, de recrutement et monétaire que Poutine a créés avec son invasion de l'Ukraine, ces chiffres ne sont pas durables, souligne Barros. Et cela a déjà un effet même avant la fenêtre de 12 mois, décrit Barros. Je noterai pour vous que le taux d'avancement russe en Ukraine a diminué de manière précipitée depuis décembre. 2024 semble être un signe positif. Les Russes subissent donc autant de pertes, mais pour bien moins de gains territoriaux. Ces tensions semblent sur le point de nous rattraper. Je dirais que les ressources de la Russie sont limitées. C'est là le cœur du problème pour l'armée de Poutine. Lorsque Poutine n'a pas réussi à atteindre son objectif de prendre le contrôle de l'Ukraine en moins d'une semaine, il a opté pour une stratégie d'usure qui semblait logique. La Russie avait d'énormes avantages en termes de volume de main-d'œuvre et d'équipement. Ce que Poutine n'avait pas prévu, c'est l'énorme quantité d'aide militaire que l'Ukraine recevrait de ses partenaires occidentaux, qui s'élève à plus de 272 milliards 33 millions et continue de croître. Selon l'Institut de Kiel, l'Ukraine a plusieurs garanties de soutien continu de la part de nombreux de ses partenaires européens, qui se traduisent par l'entrée de plus d'équipements dans le pays. Une guerre d'usure ne fonctionne que lorsque vous épuisez votre adversaire grâce à des nombres supérieurs. Maintenant, l'armée russe est la victime de l'usure de Poutine, et cela ne va créer que plus de problèmes pour Poutine à l'avenir, dit Barros. Ils doivent en faire des pauses. L'Ukraine aura des opportunités d'exploiter les faiblesses russes, dit-il. Désormais, l'Occident doit aider l'Ukraine à identifier ses opportunités. L'Ukraine fait déjà cela autant qu'elle le peut. Par exemple, à Povrovsk, où Poutine a concentré la plupart de ses efforts ces dernières semaines, les avancées russes ralentissent à un rythme d'escargot. L'Ukraine mène également des contre-attaques astucieuses dans ce genre de région, dit Barros, démontrant comment elle tire déjà profit de l'effondrement de l'armée de Poutine. De plus en plus d'opportunités similaires surgiront dans les 12 mois à venir, et au-delà, si les prévisions de Barros s'avèrent exactes. Ce que vous voyez ici, c'est presque 1 an et demi de campagne soutenue dans une seule direction pour n'avancer que 60 km, dit Barros à propos de la campagne Povrovsk. C'est considérable et dévastateur, conclut-il. Barros croit que Povrovsk survivra à l'été. Et cette survie signifiera seulement que Poutine a vu son armée s'effondrer devant lui. Les fissures sont déjà là. Il manque de gens, d'argent et de la volonté collective de son peuple. Si l'Ukraine peut tenir encore 12 mois, alors que la Russie continue de se diminuer, nous pourrions bien voir la guerre d'usure que Poutine a commencé se terminer en faveur de l'Ukraine. Mais que pensez-vous des commentaires de Barros et de l'état actuel de l'armée russe? Y a-t-il quelque chose que Poutine peut faire pour résoudre la litanie de problèmes auxquels il est confronté? Alors que l'invasion de l'Ukraine s'intensifie en 2025, comment l'Ukraine peut-elle exploiter les nouvelles failles qui se forment dans l'armée russe? Partagez vos réflexions avec nous dans les commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de commentaires sur les derniers développements de la guerre en Ukraine. Nous sommes une source indépendante de nouvelles et d'informations sur les conflits militaires à travers le monde, et nous apprécions grandement votre soutien.